Pour nous, le Maroc, c'est un territoire de très forte croissance actuellement. Je me suis engagé à grossir les effectifs vers un objectif de 1500 consultants en 2027. Le vrai sujet, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise. Un souvenir personnel ou professionnel? C'est d'avoir beaucoup transpiré en essayant de gravir la classe. Vous l'avez fait? Je ne suis pas allé tout en haut quand même, mais vous l'avez fait déjà. Je suis allé assez loin et c'était magnifique, vraiment. La Strat, le podcast qui parle stratégie avec le Matin Partenaire, c'est avec Jacques Pomereau, le CEO de Inetom. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On est ici à Inetom Casablanca, au siège d'Inetom Casablanca, au siège d'Inetom Maroc tout court. Alors on va parcourir avec vous la stratégie Inetom de fond en comble. D'abord, la vision pour l'avenir, l'intelligence artificielle. Mais d'abord, je voudrais commencer avec vous. Vous, votre regard, et puis comment évolue Inetom aujourd'hui en matière d'ambition, notamment en matière d'emploi, car vous allez recruter des centaines, voire des milliers de personnes d'ici 2030. Les ambitions sont énormes. On imagine forcément qu'il y a une très grande stratégie, bien entendu, derrière tout cela. Comment ça va ? Eh ben ça va bien, merci beaucoup. Je suis sur une visite marathon. Là, j'étais en Tunisie hier, puis la France, puis la Belgique. Et la semaine dernière, j'étais à San Francisco pour l'événement Dreamforce, l'événement annuel de Salesforce, au cœur de l'intelligence artificielle et du cloud. Donc, c'est assez passionnant. Alors, vous venez souvent au Maroc, 2-3 fois par an au moins. Oui, c'est un pays avec qui vous avez une accroche, avec lequel vous avez une accroche particulière. Il y a un Marocain qui nous regarde derrière la caméra. Que lui dites-vous s'il ne vous connaît pas ? Déjà, mon approche du pays, c'est une approche à la fois personnelle et un peu sentimentale et professionnelle. J'ai des souvenirs incroyables en famille, dans le désert, à regarder les étoiles et à se sentir sur une autre planète quasiment. Et ça, c'est émouvant. Beaucoup d'amis ici, mais professionnellement, c'est une terre passionnante parce qu'il y a des talents technologiques formidables. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on en recrute beaucoup, et des projets extrêmement ambitieux. Donc pour nous, le Maroc, c'est un territoire de très forte croissance actuellement. Alors je tombe sur la vidéo, pareil, je ne connais pas Inetom. Comment vous qualifieriez Inetom aujourd'hui, en 2025 ? Alors Inetom, c'est ce qu'on appelle une entreprise de services numériques qui comporte à peu près 28 000 consultants, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce que c'est des services numériques ? Je vais essayer d'illustrer. Aujourd'hui, la plupart de vos auditeurs ont sur leur téléphone un chat GPT ou un copilot ou une intelligence artificielle qu'ils utilisent au quotidien. Maintenant, quand on cherche à se dire, voilà, je voudrais faire la même chose avec les données de mon entreprise, par exemple, interroger mon IA sur mes états financiers ou ma base de clients ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, notre métier, c'est de prendre ces technologies qui nous viennent des États-Unis, d'Europe, d'ailleurs, d'ici, et de les insérer dans le panorama d'une entreprise. C'est compliqué, il faut les brancher, il faut les sécuriser. Une fois que ça fonctionne, il faut former et surtout, il faut que ça évolue parce que dans un monde technologique comme ça, la version du jour, il faut la changer après-demain parce qu'il y en aura une meilleure. Donc ça, c'est notre métier. Vous pluguez la technologie finalement à l'entreprise, à l'ADN d'une entreprise. Exactement. On cherche à comprendre le besoin de nos clients, qu'ils soient du secteur public, privé, dans beaucoup de domaines. On amène ensuite une technologie logicielle et on la met en place dans leur panorama, parce que tout le monde a déjà, bien sûr, de l'informatique installée. Donc, on fait ça. On a tout un métier qui consiste à conseiller nos clients. Souvent, on se pose des questions. Est-ce que je vais plutôt faire ci ou ça? Dans quel ordre? À quelle vitesse? Et puis ensuite, sous le capot, il y a ce qu'on appelle des infrastructures. C'est des centres de données, des serveurs, du stockage, etc. Il faut que ça fonctionne, tout ça. Donc Inetom recouvre tous ces métiers. Et donc, 28 000 consultants dans le monde, dont à peu près 900 au Maroc, en très fort développement. Et objectif 1500, vous corrigez si je me trompe, c'est ça? C'est correct. L'an dernier, j'étais ici même, et après une revue stratégique de nos différents pays, 19 pays, ce qui est apparu clairement, c'est que le Maroc, avec son potentiel commercial, mais aussi ses talents, c'est presque 50 000 nouveaux diplômés par an dans les technologies de pointe, etc. Et pour nous, une base incroyable. Donc, on s'est engagé, je me suis engagé à grossir les effectifs vers un objectif de 1500 consultants en 2027. Rien que sur les 12 derniers mois, c'est plus 400 que nous avons enregistrés. Et pour nous, la proposition, c'est de dire à ces talents technologiques, venez, vous allez pouvoir travailler avec les dernières technologies, de l'IA au quotidien notamment, pour des clients parfois en Europe,
mais aussi, et c'est ça qui est, je trouve, très très intéressant, c'est des clients marocains. Pour nous, le marché marocain et plus généralement leurs ambitions pour l'Afrique se traitent à partir du Maroc et notamment de Casablanca. Je reviens sur votre attache au Maroc. Si vous aviez un souvenir personnel ou professionnel qui vous vient en tête à l'esprit ici au Maroc ces dernières années? Alors, côté personnel, c'est d'avoir beaucoup transpiré en essayant de gravir l'Atlas. Vous l'avez fait. Je ne suis pas allé tout en haut quand même, mais vous l'avez fait déjà. Je suis allé assez loin et c'était magnifique. Vraiment, la neige, le soleil, c'était incroyable. Et à titre professionnel, c'était, je pense, la signature de ce mémorandum d'ambition qui était à un moment avec des ministres, des chefs d'entreprise, un peu formel, mais qui marquait, je crois, une nouvelle étape pour Inetom au Maroc. Le Maroc, comme stratégie, comme pilier de la stratégie Inetom, forcément, c'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Comment vous percevez justement l'évolution du paysage numérique de ces 10 dernières années ici au Maroc? On perçoit de mon point de vue et de celui de nos clients le choix délibéré du royaume de s'orienter vers la technologie, vers le modernisme et de devenir plus généralement un exemple, mais aussi une porte d'entrée vers de nombreux pays d'Afrique. Ça se perçoit dans les investissements qui sont faits en termes d'éducation. Beaucoup d'universités ont des programmes intéressants en ce moment sur l'IA, mais plus généralement de technologie. Ça se perçoit sur l'ambition chez nos clients. Et très concrètement, pour répondre à votre question, si je compare aujourd'hui le pourcentage d'entreprises, je cite McKinsey, qui ont de l'IA en déploiement. On est environ à 12% en Europe. On atteint presque un taux américain ici avec 30%. Donc on sent un vrai volontarisme, un esprit de prise de risque, d'innovation, et ça se retranscrit dans nos projets, dans ce qu'on nous demande de faire. La guerre des talents, elle est féroce dans la tech, encore plus ici au Maroc. Comment vous faites pour attirer des jeunes talents marocains et les retenir? Déjà, je trouve qu'on est attractif et quand on fait un sondage annuel sur toutes nos équipes, sur leur perception qu'ils ont de la stratégie de l'entreprise, des possibilités de développement de carrière, le Maroc et a fortiori les jeunes sont très enthousiastes. Ça, c'est vraiment encourageant. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Pour moi, il y a 3 volets. Le premier, c'est que notre entreprise essaye d'être spéciale par sa vocation. On la résume en disant... Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est l'impact digital, mais plus vite, plus simplement et pour le bien de tous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des 28 000 collègues, on lui offre tous les ans une journée pour s'engager auprès d'une association caritative de son choix. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est 28 000 jours hommes. C'est beaucoup de temps et on en fait des choses. Je vous donne un exemple. Quand on a eu le drame naturel ici au Maroc, nos équipes ont développé une application qui permettait de faire correspondre des besoins de services d'urgence, de ressources, avec une offre. Et donc, on a vraiment pu aider à résoudre cette crise. Donc, ça, c'est... Ça très rapidement, c'était quelques jours après le séisme de Marrakech. En quelques jours, on a développé cette application et ça fait vraiment partie de notre identité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les talents, quel que soit leur âge, dans la tech, c'est des geeks, c'est des passionnés de technologie, moi le premier. Et donc, ils veulent pouvoir travailler avec les derniers outils pour des projets excitants chez nos clients et je pense que c'est ce qu'on leur offre. Aujourd'hui, 80% de nos consultants ont été formés à l'IA. On leur met à disposition des nouveaux outils de façon très régulière. Ça, c'est motivant. Et nos concurrents ne le font pas tous. Et troisièmement, contrairement à d'autres, ici, vous pouvez travailler sur des projets pour des grands groupes. Vous êtes, entre guillemets, nearshore. Mais vous travaillez aussi au développement du royaume sur des entreprises que vous connaissez, que vos parents connaissent, ou peut-être vos amis d'enfance travaillent. Et donc, vous sentez concrètement ce que vous apportez à la société. Voilà, je pense que c'est un peu notre recette. Et puis, vous avez mis en place également un modèle de delivery center. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça permet quoi? Ça permet d'exporter finalement de la connaissance, du savoir-faire? Oui, un delivery center, il faut l'imaginer comme une équipe de talents qui travaille spécifiquement de façon répétitive, donc avec des méthodes, de l'efficacité, des outils spécifiques pour des grands clients
en l'occurrence, qui peuvent être en France, qui peuvent être en Belgique, qui peuvent être dans d'autres pays. Et donc, cette équipe, elle a la particularité de développer encore plus son expertise, de creuser cette expertise, de le faire de façon répétée pour plusieurs clients. On en a un au Maroc, donc parmi nos 900 consultants, certains sont dans un delivery center. Si vous deviez résumer, ce sera la dernière question de la première partie, votre ambition sociale pour le Maroc du groupe Inetum, ça serait lequel? Ça rentre vraiment dans cet aspect pour le bien de tous, for the good of all, c'est-à-dire on veut que ce qu'on fait aille au-delà de la performance financière, de facturer des projets, gagner de l'argent, c'est bien, c'est important pour toute entreprise, mais on veut que ça ait de l'impact et on veut que ça serve à la société in fine. On se définit un peu comme une entreprise B2B2S, business to society. Je vous donne des exemples. Vous travaillez pour un opérateur télécom à son efficacité, ça lui permet de se développer, peut-être de gagner des investissements, d'innover plus, d'amener des meilleurs services à la population marocaine. Vous travaillez dans l'énergie, et ben peut-être que, in fine, vous allez aider à être plus efficace dans la génération d'énergie, développer l'économie, baisser l'empreinte carbone du pays. Donc, il faut voir la finalité ultime de la technologie. Notre métier, c'est pas d'écrire des lignes de code sur un ordinateur, c'est de faire quelque chose pour la société à la fin. Alors, quelles sont les forces, justement, et quelle est la vision d'avenir pour Inetum? C'est la partie 2 de la strate. Et je voudrais vous poser la question, tout simplement, de la position du Maroc. Vous en parlez tout à l'heure, mais c'est vrai que le Maroc est ce hub africain, cette porte d'entrée pour tout partenaire international vers le continent africain. Vous, c'est votre vision depuis longtemps? Ou c'est une vision qui s'est accélérée justement depuis ces dernières années? Quand j'ai pris les rênes du groupe en 2023, la première chose que j'ai faite, c'est une revue de nos différents pays. On avait 29 présences géographiques à cette date, en se disant, est-ce que c'est à notre taille logique et nécessaire d'être dans tous ces pays? La conclusion a été qu'on a vendu une dizaine de pays, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, pour se concentrer sur des pays comme le Maroc, et bien sûr nos pays en Europe continentale, parce que ce qui était apparent déjà à l'époque, c'était l'émergence de cette accélération du Maroc. Le plan 2030 sur le digital, la Coupe du Monde, le développement des infrastructures, je sentais que le marché local était en forte émergence. Et en plus, je sentais bien qu'on pouvait en faire plus pour nos clients en Europe continentale grâce aux expertises ici. Donc c'était assez clair que c'était un des pays, un des paris du groupe, d'où l'engagement viser 1500 consultants en 2027. Et si vous me demandez qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui se développe le plus, ce que j'observe, c'est trois choses. Tout ce qui est autour des technologies sur les grandes plateformes comme Salesforce, SAP, Microsoft, ServiceNow, ça, on a une demande énorme, ici et pour les clients européens. Deuxièmement, les compétences liées à la data et maintenant à l'intelligence artificielle, très très fort développement, donc on recrute beaucoup et on fait de plus en plus de projets. Troisièmement, les sujets de cybersécurité sont importants. Là encore, notre offre du groupe a un pied au Maroc. Et donc, il y a plusieurs de ces marchés qui sont en fort développement. Donc c'est un marché spécial, le Maroc. Pour vous, sur la carte géographique des différents marchés que vous avez, c'est un marché spécial. Oui, en fait, l'objectif pour nous, c'est assez simple, c'est d'arriver dans le top 3, peut-être même le top 2 des entreprises de services numériques au Maroc. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans le top 5, mais je crois cette ambition crédible. Et ça nous permettrait de rejoindre notre position espagnole, où on est aujourd'hui top 4. La France, nous sommes le top 7 en développement, Belgique top 2, Portugal top 2. C'est important d'avoir une concentration de parts de marché, d'être connu, parce que ça vous permet d'attirer les talents, d'attirer les projets des clients. Et donc le Maroc voilà, fait partie des quelques paris du groupe. Donc objectif stratégique d'ici 2030, on pourrait dire? Peut-être même avant? J'aimerais bien avant. En 2030, l'ambition que je fixerai à l'équipe, c'est de viser même le top 2. Top 2, très bien. Vous parlez également de Digital Impact dans votre philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour les clients? En fait, quand vous regardez, vous êtes une entreprise, vous êtes une administration, vous savez que vous dépensez beaucoup d'argent dans l'informatique aujourd'hui. Et puis typiquement, moi je l'ai entendu avant de travailler dans l'informatique, j'avais des bottes et un casque dans mon métier d'avant. Il y a beaucoup de plaintes sur la technologie. C'est trop vieux, c'est trop compliqué, c'est
c'est redondant, parfois il y a plusieurs systèmes qui font la même chose. Donc on a souvent de l'investissement technologique qui n'a pas d'impact ou qui frustre même les employés. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est tout l'inverse. C'est de travailler sur des projets à impact, c'est-à-dire qui simplifient les choses, qui modernisent les choses, donc des interfaces modernes, du cloud, de l'IA maintenant, donc, qui font que quand on est passé par là, les employés de nos clients disent « Waouh, il y a quelque chose de mieux qui s'est mis en place, je vais plus vite, je gagne du temps, j'ai fait un pas dans le futur c'est aujourd'hui en gros. » Inetom est présent depuis 20 ans au Maroc. Ça fait 16 ans pour moi, bientôt 20 ans. Quels sont peut-être les 3 changements majeurs qui ont été effectués sur ces 20 dernières années pour Inetom? Déjà, le focus ici, ce que j'expliquais précédemment, le fait de se dire on va vraiment miser sur le Maroc et pas se disperser, c'est un premier sujet. Deuxièmement, le choix spécifique de créer des centres de compétences, donc on en parlait tout à l'heure, sur les grandes plateformes, les Salesforce, les SAP, etc., plutôt que d'être très dispersé il y a des centaines de possibilités de choix, on a fait des choix clairs. Troisièmement, c'est l'accélération de l'IA. C'est le sujet du jour peut-être, mais pour nous, ça fait déjà 2 ans qu'on accélère là-dessus. Ça percole dans les équipes, ça percole chez nos clients, parce que tout le monde perçoit que c'est vraiment une révolution qui est en train de se jouer. Si on sort du Maroc et qu'on parle Afrique, vos ambitions depuis justement Casablanca pour l'Afrique, ça serait lesquelles? Nous, on accompagne nos clients, donc typiquement des multinationales dans les télécoms, dans les mines, dans d'autres domaines, qui disent, voilà, je souhaite moderniser mes systèmes d'information. Il se trouve qu'en tant que entreprise marocaine, j'ai aussi des sites dans tel et tel pays, au Sénégal ou autre, moderniser tout en même temps. Donc ça on le fait d'ici. En revanche, toujours dans cet esprit de focus, j'ai décidé de ne pas avoir de bureaux commerciaux hors du Maroc et de la Tunisie. Pas de bureaux commerciaux, pas de présence physique, pas d'entité, parce qu'il faut rester très concentré. Il faut être bon et atteindre cette place de top 2. Plutôt que d'essayer d'être top X dans tel autre pays. Vous travaillez dans des secteurs très variés, fintech, télécom, infrastructure. Quels sont aujourd'hui pour vous les secteurs à plus gros potentiel de croissance? La finance, banque, assurance sont des secteurs où traditionnellement les investissements informatiques sont très larges. Et au Maroc, on a atteint un point où nos clients se disent on a vraiment une carte à jouer en modernisant l'expérience client. Dans la banque de détail, de la banque en ligne, l'assurance. Il y a vraiment beaucoup de développement qui a lieu et qui va s'accélérer. Dans l'énergie, avec tous les investissements qui ont lieu, le développement du gaz au Maroc, etc., on a des besoins évidemment de production, de distribution, de marketing. Donc là, on voit beaucoup de choses. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans les télécoms, parce qu'on sait que les télécoms sont assez développés ici, c'est normal. Maintenant, ce qui arrive, c'est, au-delà de la 5G, c'est le rôle des télécoms pour les centres de données, la souveraineté des données, l'intelligence artificielle. On n'a pas aujourd'hui au Maroc, par exemple, de centre de données spécial IA, avec des GPU, etc. Toutes ces choses-là sont en train de se mettre en marche depuis le Maroc, probablement pour servir des plaques géographiques plus larges. Et donc voilà, la technologie joue un rôle essentiel. Que répondriez-vous justement à ceux qui vous interrogeraient sur que faites-vous pour la souveraineté numérique du Maroc? Premièrement, on opère dans un cadre juridique et réglementaire adapté à chacun de nos pays. Donc, il y a des lois au Maroc, il y a des règlements. Donc, on est très sensible à les respecter et à conseiller nos clients sur, par exemple, la sensibilité de leurs données. Toutes les données ne sont pas de la même niveau de sensibilité. Donc, faire des choix clairs, respecter le cadre réglementaire, respecter un cadre éthique aussi, quand on parle d'IA. Et après, sur la souveraineté, c'est toujours trouver l'équilibre, c'est notre rôle de conseil, entre ce qui vous contraint. Parfois, on a des contraintes, on ne peut pas mettre certaines données dans le cloud, on ne peut pas prendre certains risques. Et à l'inverse, à l'autre opposé, bénéficier du meilleur des technologies émergentes qui souvent, encore aujourd'hui, sont hébergées soit en Europe, soit même aux États-Unis. Et donc, il faut trouver cet équilibre et c'est ni l'un ni l'autre entièrement. C'est à chaque fois, cas par cas, le bon équilibre entre vitesse et précaution. Troisième et dernière partie de la strat, et on va parler d'intelligence artificielle. S'il y avait une phrase qui pourrait résumer la stratégie IA d'Inetom, ce serait laquelle? C'est d'abord
soyons nous-mêmes les champions de l'usage de l'IA dans nos métiers. Moi, par exemple, pendant les vacances cet été, tous les jours, j'ai fait 1 heure de formation à l'IA. Je pensais connaître un peu, j'ai utilisé ChatGPT pour poser des questions. Mais ce que je dirais à vos auditeurs, c'est tant que vous n'êtes pas capable de créer des agents qui font des choses pour vous sans que vous soyez même conscient de ça, même plusieurs agents qui bossent pour vous, vous n'êtes pas encore au niveau et ça va tellement vite. Donc j'ai 5 outils d'IA que j'utilise sur mon téléphone, par exemple, pour des usages différents en ce moment. Donc se former nos équipes, mais après le déployer en interne dans nos processus de recrutement, gestion financière, nos achats, juridiques, bref, il faut que l'on soit exemplaire. Ça, c'est le début, c'est un peu la base. Le vrai sujet, c'est d'en faire bénéficier nos clients et donc de repenser complètement nos offres, comment on développe pour eux de l'informatique, comment on maintient des logiciels en place. Et il y a des gains gigantesques. Aujourd'hui, si nos clients nous laissent utiliser les outils d'IA, ils peuvent économiser 20% d'économie, mais gagner du temps, avoir un prestataire qui va plus vite. Et troisièmement, c'est nos clients eux-mêmes ont leur propre projet d'intelligence artificielle. Ils veulent en mettre en place chez eux. Et pour ça, on les aide à trier leurs données, les nettoyer, savoir quelles données sont sensibles ou pas, les envoyer dans le cloud si besoin. Donc c'est nous en interne, changer nos métiers historiques, nouvelles offres, IA et data pour les clients. Alors vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser. C'est quoi la priorité finalement entre adaptation pure aux besoins en matière d'IA aujourd'hui pour vos clients ou alors innovation pure? D'abord, adaptation aux besoins. L'innovation, c'est séduisant. Il n'y a pas un chef d'entreprise à qui j'ai parlé cette semaine qui n'est pas sans idée d'IA possible. Le problème avec ça, il y a eu une étude du MIT qui l'a montré d'ailleurs récemment, 95% des projets d'IA aujourd'hui échouent parce que c'est des projets uniquement d'innovation. On a une idée, on prouve que ça marche, et puis après, ça fait flop parce que rien ne change. Le vrai sujet, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise. Et ce que je recommande à mes clients, c'est ne faites pas des tests, ne faites pas des laboratoires d'innovation. Prenez une équipe ils font tous la même chose. Votre équipe ressources humaines, ou votre équipe de trésorerie, ou votre équipe de facturation, peu importe. Et faites un zoom là-dessus et faites-les tous adopter de l'intelligence artificielle dans leur métier. Vous allez voir que ça change complètement la façon dont on travaille. De même que nous, nos développeurs, changent leur façon de travailler. Donc vous transformez une équipe, vous vous assurez qu'ils ont bien compris, que ça marche, que ça fonctionne, qu'ils soient enthousiastes, et ensuite vous passez à la suivante et à la suivante. C'est comme ça qu'il faut faire. L'IA, c'est aussi des questions d'éthique, éthique et responsabilité. Comment vous gérez cette question-là au sein d'Inetum, éthique vs risque? Alors, on a bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cadre juridique, puisqu'on suit les régulations des différents pays où on opère. On a en plus un comité d'éthique sur l'IA qui inclut, par exemple, l'absence de biais, le fait qu'on suit un cadre typiquement défini par le IA Act européen. Donc, l'IA, il y a des usages interdits qu'on ne peut pas faire. On ne travaille qu'avec des technologies d'IA qui elles-mêmes sont soumises à ces contraintes. Donc, Microsoft est compliant. Donc ça, c'est le cadre général. Et après, moi, personnellement, c'est aussi mon tempérament, c'est ce que j'insuffle aux équipes. Il faut aller vite, il faut transformer, il faut essayer. Et mieux vaut aller très vite, faire des erreurs qu'on corrige, plutôt que de rester sur le banc de touche. On va se projeter dans 5 ans en matière d'intelligence artificielle. Quel impact l'IA, selon vous, aura en matière de compétitivité pour le Maroc? Dans 5 ans, la façon de travailler de tous les métiers aura été révolutionnée. Et je vais citer Michael Dell, que je voyais à San Francisco la semaine dernière, qui disait « On est leader mondiaux, on est très fort en stockage, en mémoire, etc., base de données. Mais quelque part, aujourd'hui, il y a une petite start-up qui est en train de faire notre métier et qui, si on ne fait rien, le fera mieux, moins cher et plus vite. » Et donc, il a dit « Je vais totalement transformer Dell en tant qu'entreprise géante avec l'IA. » Et c'est exactement ce qui va se passer dans quasiment tous les métiers, que vous soyez employé dans un centre d'appel, banquier dans une agence, potentiellement agriculteur aujourd'hui. On n'imagine pas, mais
l'IA, la science peut vous aider à optimiser votre rendement, votre production. Que vous soyez gazier, pétrolier, peu importe, les métiers vont devoir très fortement évoluer en utilisant ces technologies. Sinon, quelque part, il y aura une entreprise ou un concurrent local ou étranger qui fera votre métier mieux, plus vite et de meilleure qualité. Jacques Pambreau, merci beaucoup pour cette strate partagée. À bientôt. Avec plaisir.